Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, Embrasser le ciel de Daniel Tammet. On va explorer l'esprit humain, l'intelligence, l'autisme. Oui, et c'est passionnant parce que Tammet est lui-même autiste savant, donc il apporte un regard vraiment unique. Il mélange son expérience personnelle et les découvertes scientifiques pour un peu dépoussiérer les mythes. Tout à fait. Il veut montrer le potentiel qui existe en fait dans tous les cerveaux, pas juste certains. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est un peu d'extraire les idées fortes de ce livre, qui est dense mais bon, accessible. Comprendre ce qui fait de nous des humains, quoi. Alors, par où on commence? Justement, par le début, Tammet, il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut arrêter de déshumaniser les savants autistes. Ce ne sont pas des bêtes curieuses. Ah oui, ça c'est un point central chez lui. Il replace l'humain au cœur de tout ça. Il critique d'ailleurs certains récits, même célèbres, comme ceux d'Olivier Sacks, vous savez, sur les calculateurs prodiges, Mhm. qui ont, selon lui, un peu renforcé cette idée de capacité presque magique, surnaturelle. Tammet, lui, il dit non, attendez, le génie, ça vient de qualités très humaines, la persévérance, l'émotion, l'apprentissage. C'est pas si différent de nous, au fond. Voilà, les bases sont les mêmes, même si le fonctionnement peut varier. Pas de magie là-dedans. Ça nous amène à une autre idée clé du livre, la neuroplasticité. L'idée que notre cerveau n'est pas figé. Ah, ça c'est fondamental. Oubliez l'idée que tout est joué après l'enfance. Le cerveau se réorganise sans cesse. Il donne des exemples concrets. Oui, oui, des exemples très parlants. La récupération après un AVC, par exemple, grâce à des thérapies comme celle du mouvement contraint, où on force le cerveau à recréer des connexions. Ah oui, Ou alors l'explication des membres fantômes par Ramachandran avec sa fameuse boîte miroir. la boîte miroir. Oui, c'est un dispositif assez simple qui utilise des miroirs pour donner l'illusion au cerveau que le membre manquant bouge encore. Et ça peut soulager la douleur. Ça montre comment on peut leurrer le cerveau grâce à sa plasticité. C'est incroyable. Il parle aussi de la méditation, je crois, que ça pourrait modifier physiquement le cerveau. Ça fait un peu rêver, non? L'idée qu'on pourrait sculpter notre propre esprit. Exactement. Et c'est pas juste une idée en l'air. Il cite des études notamment sur des moines bouddhistes qui pratiquent depuis des milliers d'heures. Et alors? On observe chez eux une activité cérébrale spécifique, des ondes gamma très intenses qui sont liées à des états de concentration, d'empathie, de bien-être. C'est la preuve en quelque sorte que l'entraînement mental a un impact physique mesurable. Fascinant. Alors, Tammet ne s'arrête pas là. Il s'attaque aussi à un monument, le test de QI. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ah non, clairement pas. Il rappelle les origines, disons, controversées du QI, le lien historique avec la craniométrie, cette pseudoscience qui mesurait les crânes pour établir des hiérarchies raciales, et puis l'eugénisme avec des figures comme Goddard ou Terman aux États-Unis. C'est assez glaçant quand on y pense. Oui. Et au-delà de l'histoire, il pointe les limites du test lui-même, ses biais culturels évidents, et puis sa vision très réductrice de ce qu'est l'intelligence. C'est très limité mathématiquement aussi. Il propose quoi alors comme alternative là? Il met en avant d'autres modèles, comme les intelligences multiples de Howard Gardner ou l'intelligence émotionnelle popularisée par Goleman. Des visions plus larges, quoi. Et le débat inné-acquis dans tout ça? Il le nuance beaucoup. Il prend l'exemple de l'échec de la banque de sperme de génie, de Graham, qui n'a pas produit les résultats escomptés, et à l'inverse, le succès incroyable des sœurs Polgar aux échecs. Ah oui, entraînés par leur père dès le plus jeune âge. Voilà, un entraînement hyper intensif. Ça suggère que même s'il y a peut-être des prédispositions, l'environnement et surtout le travail acharné jouent un rôle absolument énorme. Le don pur, c'est peut-être un mythe. Venons-en à Tammet lui-même. Comment il explique ses propres capacités? Mémoriser pi, apprendre une langue en une semaine, c'est ça qui intrigue le plus, souvent. Oui, et il démystifie pas mal en fait. Sa mémoire, par exemple, il dit bien qu'elle n'est pas photographique, c'est pas une caméra. Ah bon? Non, elle est associative, elle est reconstructive, très liée à l'émotion, à l'intérêt qu'il porte au sujet. Un peu comme Kim Peek, le modèle de Rain Man, mais Tammet insiste sur ses propres limites. Il dit qu'il a du mal à retenir les visages, par exemple. D'accord. Et pour le calcul mental, c'est quoi son truc? Son secret, c'est sa synesthésie. La synesthésie, c'est quand les sens se mélangent, c'est ça? Il voit les nombres. C'est un peu ça, oui. Pour lui, les nombres ont des formes, des couleurs, des textures, une sorte de paysage mental.
Du coup, quand il calcule, il ne fait pas des opérations abstraites comme un ordinateur, il ressent les relations entre les nombres, de manière presque sensorielle, intuitive. C'est une expérience très personnelle. C'est une autre façon de penser, en fait. Tout à fait. Loin du traitement binaire d'une machine. Le livre aborde aussi la créativité et le lien possible avec certaines particularités neurologiques. Il cite Van Gogh, John Nash. Oui, et il évoque une hypothèse intéressante, celle de la faible inhibition latente. L'inhibition latente, C'est notre capacité naturelle à filtrer les informations qu'on juge pas pertinentes, pour nous concentrer sur l'essentiel. Si ce filtre est, disons, moins efficace, le cerveau est bombardé par beaucoup plus de stimuli. Ça peut être perturbant, mais mais ça pourrait favoriser des idées nouvelles, des connexions inattendues. voilà, c'est l'idée. Ça pourrait être une source de créativité. Et d'ailleurs, Tammet conteste l'idée reçue que l'autisme serait incompatible avec la créativité. Il donne des exemples de langage inventé, d'usage très poétique des métaphores chez certaines personnes autistes. Très intéressant. Et pour finir, il lance un appel à l'esprit critique. C'est important aujourd'hui, ça. Ah oui, crucial. Face à la masse d'informations, il nous met en garde. Contre la manipulation par le langage. Il prend l'exemple du terme bouclier fiscal. Comment un mot peut orienter la perception. Il nous alerte aussi sur la fiabilité parfois relative de sources collaboratives comme Wikipédia, même si c'est un outil formidable, et puis sur les erreurs de logique courantes qu'on fait tous sans s'en rendre compte. Un rappel à rester vigilant, quoi. Donc, pour résumer, Embrasser le ciel, c'est bien plus qu'un simple témoignage. C'est une exploration très humaniste qui nous montre que l'extraordinaire, finalement, c'est souvent une variation de l'ordinaire. Le potentiel de chaque esprit est immense. Absolument. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, je trouve. Si nos cerveaux sont si plastiques, si capables de variations, qui donnent des capacités étonnantes, Alors, quelles capacités insoupçonnées dorment en quelqu'un de nous? Et est-ce qu'on pourrait, consciemment, chercher à les cultiver, à les éveiller? de quoi réfléchir, effectivement. Une belle matière à méditer après cette discussion.